J'adore les problèmes de peau. J'adore ça parce que quand je me connecte à l'énergie de ces personnes-là, je vais ressentir en direct des démangeaisons sur le corps, donc je vais pouvoir localiser. Même des fois, j'ai des enfants qui sont hospitalisés, les médecins ont du mal à poser un diagnostic. Et quand je vais me connecter, je vais dire, bah là, moi, je sens une douleur au niveau de l'estomac. Ils me disent, ah, bah les médecins voulaient justement passer une gastroscopie, voir s'il n'y avait pas un truc à l'estomac, ils avaient un doute. Je fais, bah, ils peuvent y aller parce qu'à mon avis, il y a peut-être quelque chose Il y a quelque là-dedans. chose à faire. Ouais. Pour donner le ton de l'émission d'aujourd'hui, commençons peut-être par une définition. C'est une belle définition. L'aboutissement d'un état d'esprit, d'une prise de conscience où tout gravite autour de l'amour, du don de soi et du partage, du développement personnel. Eh ben, tout simplement, cette définition n'est autre que le magnétisme. C'est ce que, en tout cas, mon invité a désigné comme étant la meilleure explication de cette thématique qui est le magnétisme. Elle s'appelle Aurélie Villard, elle est installée avec nous sur les canapés. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci, c'est votre définition. Tout à fait. Bon, qui vient de ce petit ouvrage, petit par la taille, mais très intéressant et très riche au niveau du contenu. Et vous avez appelé ça le midi-guide ultime du magnétisme. Alors le ultime, il faut une explication de texte. Pourquoi ? Ça va être les dernières informations qu'on peut avoir. Ça va pas être vraiment que des protocoles, ça va être des petits conseils, ça va être les dernières petites infos qu'on peut avoir pour justement développer ses extrasens et son magnétisme. Bon, et ces dernières infos, vous les avez glanées où ? Tout vient de là. C'est vrai ? Alors, de là ou de là ? On peut dire les deux et aussi beaucoup du cœur. Et aussi beaucoup Forcément. du cœur, parce que dans la définition, vous le dites, hein, c'est d'abord une énergie d'amour. Oui. Tous ceux qui parlent du magnétisme donnent cette définition d'amour. C'est avant tout une énergie d'amour. Alors ouais, moi je suis assez convaincue par cette définition-là parce qu'on ressent beaucoup de choses, on est aussi beaucoup dans l'amour de soi, dans l'amour des autres et forcément l'amour c'est ce qui va graviter autour de cette pratique parce qu'on va donner beaucoup de sa personne, de son énergie pour accompagner les personnes. Donc il faut quand même avoir pas mal d'amour à donner. Donc je pense que c'est un peu la définition qui la rend belle. Qui la rend belle. Alors ce guide pratique, on va en parler dans le contenu. On va voir également à quel moment le magnétisme entre dans votre vie, parce que visiblement vous n'étiez pas prédestiné à ça. Et alors ce qui est assez incroyable dans votre histoire aussi, c'est que il y a ce Jean-Paul. Jean-Paul, fameux. Le fameux Jean-Paul qui va modifier, transformer votre vie et vous faire prendre une orientation qui n'avait rien à voir avec ce qui était. On va en parler dans quelques instants. Vous venez d'où ? Alors moi j'habite à Lyon. Je suis lyonnaise. Donc pour mon histoire de vie par rapport à mon métier, j'étais infirmière. Infirmière en psychiatrie pendant 7 années. Donc ça a été 7 ans de passion. J'ai adoré mon travail et c'était vraiment une spécificité assez particulière, la psychiatrie. C'est dur. C'est quelque chose qui est assez difficile. On est au contact de patients qui sont en colère, qui sont dans la peur, qui ont des idées noires, des idées suicidaires. Enfin vraiment. Et violent. Et très violent. C'était un service d'entrée psychiatrique pour adultes avec aussi un secteur de prison, donc assez lourd. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai découvert ma pratique pendant la période du Covid. Donc le Covid, ça a été aussi un moment pour tous les soignants qui a été très très compliqué. Prise de conscience, l'éveil spirituel s'est fait à ce moment-là. Et même avant ça, pendant mon école d'infirmière, j'ai fait la fameuse rencontre de Jean-Paul. Ouais. Et je pense qu'il a fallu qu'il y ait ce moment déclencheur pour arriver là où j'en suis. Bon, on va voir qui est Jean-Paul, parce que vous en parlez évidemment, et c'est très intéressant de voir de quelle raison, quelle est la raison qui a fait que ce Jean-Paul dans votre vie a une résonance et une importance particulière. Il y a aussi une spécificité, Aurélie, c'est que notamment sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, vous mettez les photos du fameux avant-après. Oui. C'est-à-dire, vous mettez les photos qui attestent des résultats de votre expertise au travers du magnétisme. Alors, je trouve ça très parlant, les avant-après, et les gens aiment beaucoup voir, parce que l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas forcément voir, et là, on peut avoir des résultats visibles sur des photos comme pour les brûlures, l'eczéma. Il y a sur d'autres choses, c'est pas forcément visible, donc je trouve ça intéressant de le mettre aussi en avant sur les photos. Il y a aussi des troubles respiratoires, on peut voir des effets en direct sur des personnes qui sont scopées avec le taux de saturation, mais les avant-après sont très parlants parce qu'on voit en quelques heures, en quelques jours seulement, un état qui s'améliore. Donc c'est assez satisfaisant finalement à voir. Est-ce que, avant de revenir sur Jean-Paul,
Est-ce qu'avant, dans votre pratique d'infirmière, en tout cas, ou de soins que vous aviez au travers des services psychiatriques, vous aviez déjà connaissance du magnétisme? Vous saviez véritablement ce qu'était le magnétisme? Alors, j'avais connaissance du magnétisme et du domaine de la spiritualité de manière générale. Je dirais que depuis toujours, j'ai toujours été attirée par ce milieu un peu spécifique, mais sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et je trouvais ça fascinant, les gens qui faisaient du magnétisme, mais en aucun cas, je me disais... c'est quelqu'un qui a ça depuis sa naissance, quoi, qui peut le développer. Et j'avais pas conscience d'avoir ça. Et le jour où ça m'est tombé dessus, je me suis dit, waouh, finalement, ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit qu'il y ait ce déclic, quoi. Alors, c'est Jean-Paul. Alors, qui est Jean-Paul dans votre vie? Alors, Jean-Paul, ça a été un patient que j'ai pris en charge quand j'étais étudiante infirmière en 3e année. Il est arrivé en service de chirurgie pour une opération assez classique. J'ai fait son entrée à ce patient et on a eu un feeling qui est très bien passé. Il était accompagné de sa femme, on a bien discuté. On discute et j'allais sortir de la chambre après avoir fait la prise des constantes, etc. Et il me dit, Aurélie, je sens que vous avez quelque chose. Est-ce que vous serez d'accord pour que je vous transmette quelque chose? Alors, je le regarde un peu... ah oui. Surprise un peu. Oui, je vais rester, ça m'intéresse. Ouais. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous transmette la prière de coupeur de feu? Là, je me dis, waouh, à moi. Que vous aviez déjà, que vous connaissiez déjà? Ah non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Okay. Je lui dis oui, donc il me dit bon asseyez-vous, je vous la transmets. Donc il me la transmet, il m'explique la prière, la gestuelle. Ça dure en tout et pour tout 5 minutes. Et donc je le remercie, il me dit, est-ce que tu as bien intégré la prière que je viens de te donner? Est-ce que vous l'avez noté au moins? Alors non, c'est rentré dans ma tête, ah oui, direct. Mais ça a été gravé, quoi. C'est imprimé direct. C'est imprimé, donc je dis oui, et je sors de la chambre et je suis complètement bouleversée. Je me dis, waouh, il s'est passé cet échange même là quand j'en parle, je suis encore émue parce que ça m'a tellement... j'ai pas de mots tellement ça a été... C'était fort. C'était fort et c'était hors du temps. Et une évidence? Pas forcément. Non, c'était vraiment inattendu, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce que le feeling soit aussi bon et qu'il me transfère ça parce que il a senti que j'étais la bonne personne pour le faire. Les jours passent, il a sa chirurgie et le lendemain, je crois, ou 2 jours après, je le vois dans les couloirs en train de déambuler. Il mettait ses mains au-dessus des infirmières pour les soulager. Je me dis, dans son descriptif, il m'avait dit je suis retraité, mais il m'avait pas dit quelle était sa profession. Et je me dis il y a un truc, quoi, c'est quand même louche. Et le surlendemain, il est parti, donc j'ai pas pu savoir qui c'était réellement. Et en fait, quelques jours après, je vais voir sur internet, je tape son nom, son prénom, et je vois que c'est un énergéticien qui était assez connu sur la région lyonnaise. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai su qui c'était, mais après on n'a pas eu de contact. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ok. Et vous reprenez pas contact avec lui après? J'ai repris contact avec lui il y a 2 ans, quand j'ai quitté l'hôpital et que je me suis lancée dans la pratique du magnétisme. J'ai envoyé un message à Jean-Paul et je lui ai dit, je sais pas si vous vous souvenez de moi, en tout cas vous avez marqué ma vie à jamais. Je lui réexplique un petit peu l'échange qu'on avait eu. Il m'a dit bah oui, je me rappelle très bien de toi et je suis pas du tout surpris que maintenant tu évolues dans cette pratique parce que j'avais senti que tu avais quelque chose. Ouais. Alors, ce magnétisme, évidemment, c'est la position des mains, c'est cette énergie qui se dégage des mains. Vous n'aviez aucune connaissance de cette faculté, enfin de cette possibilité chez vous? Aucune. J'ai personne dans ma famille. Alors, après recherche, j'ai su que mon arrière-grand-mère, elle faisait des choses un petit peu dans le domaine de la spiritualité, mais tout était un peu étouffé, donc j'avais pas connaissance de ça. Mais dans ma famille, personne n'a des capacités de ce type-là, donc c'était vraiment inattendu. Et dans l'idée que je m'en faisais, c'était des transmissions de famille en famille. Et quand ce Jean-Paul m'a fait cette transmission, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et aujourd'hui, vous avez la réponse du pourquoi moi? J'ai pas forcément la réponse de pourquoi moi. Non, ça reste toujours un peu un mystère. Mais en tout cas, quand il m'a transmis ses capacités, il m'a pas transmis cette capacité. Je dirais plutôt qu'il m'a transmis la prière parce qu'il sentait que j'ai quelque chose. Après, dès ce moment-là, j'en ai rien fait du tout. Il m'a fallu, il m'a fallu pas mal d'années pour expérimenter ça. Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est bien beau de l'avoir la prière. J'en ai absolument rien fait. J'étais dans l'optique étudiante. Je travaille pour avoir mon diplôme, dernière année, dernière ligne droite. Et du coup, j'étais vraiment axée là-dessus. Et j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler et il est arrivé le jour où je me suis brûlée.
Je me suis dit, tiens, Jean-Paul, je pense à lui à ce moment-là. Je me dis, je vais essayer la prière de coupeur de feu qu'il m'a appris. Donc, je le fais sur moi, ça marche. Je me dis, bon, hasard ou pas. C'était une brûlure conséquente, non? C'était une brûlure très légère. C'était très léger. Un 1er degré. Sauf qu'après, pour m'exercer, c'est compliqué de trouver des personnes qui se brûlent tous les jours. Ouais, donc, c'est sûr. Il a fallu aussi que des personnes dans mon entourage commencent à se brûler, des collègues de travail qui commencent à se brûler. Je dis, écoute, j'aimerais tester sur toi. Je vais essayer quelque chose. Tu me diras si ça te soulage ou pas. Et ça fonctionnait. Mais encore une fois, j'étais toujours au travail et je me disais, bon, si je sais qu'enlever la brûlure, je sais faire que ça arrivera que pour les petites brûlures. Et puis, c'est tout. J'avais pas mis mon cerveau en mode, tu peux explorer d'autres choses. Si t'es capable de faire ça, c'est capable de faire autre chose. Et en fait, non, j'étais infirmière, j'étais passionnée. J'étais vraiment que là-dessus. Ouais. Il a fallu vraiment le déclic du Covid pour me dire, il y a autre chose. Alors, on va voir, et encore une fois, je disais tout à l'heure, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez Aurélie Villain, il y a les photos. Et moi, j'étais très touché, notamment les photos des bébés. Oui. Et le soulagement que vous apportez aux photos des bébés, on va mettre quelques photos pour illustrer tout ça et puis pour voir un petit peu la façon dont vous procédez. Parce que quand on parle de magnétisme, tout le monde voit ce que ça peut être. C'est-à-dire que voilà, une personne arrive, hop, vous apposez, vous faites votre prière, et puis terminé. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer ici et qui disent tout et leur contraire sur le magnétisme. Et notamment sur cette histoire de transmission de prière. Oui. Certains disent, non, ça se transmet pas la prière. C'est un truc qui se file comme ça, en famille, de père en fils, de père en fille, ou de mère en fils, etc., etc. Mais c'est pas un truc qu'on balance comme ça à une inconnue au fond d'un couloir d'un hôpital de psychiatrie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'avais mon idée là-dessus et au final, moi, je pense que la façon de faire, c'est comme si qu'on faisait un rite de passage finalement. On va rendre la pratique du magnétisme un peu exceptionnelle, que ça soit que pour des personnes dédiées, alors que pas du tout. Moi, je pense que tout le monde peut avoir la prière de coupeur de feu. Tout le monde n'arrivera pas à couper le feu, on est bien d'accord. Mais le rituel qui est fait autour, je pense que c'est pour donner l'importance que on te transmet quelque chose. Il faut que tu prennes conscience que tu as cette capacité à le développer. Mais je pense pas que, moi, quand Jean-Paul me l'a transmis, la prière, il m'a dit il fallait une différence d'âge, il fallait que ça soit un sexe opposé. Il m'a expliqué les critères de transmission. Ah bon? Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. D'ailleurs, dans le livre, il y a la prière de coupeur de feu. J'ai transmis cette prière. Alors, sacrilège ou pas? Je pense pas. Non? Je pense pas que ça soit un sacrilège parce que si on est amené à magnétiser ou à couper le feu, on devra le faire. Je veux dire, c'est pas parce que il y a, c'est comme dans une recette de cuisine. C'est pas parce que tout le monde va avoir la recette que tout le monde va réussir à faire la recette de manière exceptionnelle. Oui, tout le monde n'est pas Bocuse. Voilà. Donc. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un peu souvent les magnétiseurs c'est un peu chasse gardée, quoi. Oui. Ça fait un peu, il faut pas le dire, non. Je trouve que c'est dommage de limiter ces compétences-là, parce que tout le monde peut développer le magnétisme. Tout le monde a du magnétisme, alors tout le monde ne deviendra pas magnétiseur, on est bien d'accord. Ouais. Mais tout le monde peut le pratiquer. D'ailleurs, on le fait tous au quotidien d'utiliser notre magnétisme. Ouais. Et je trouve ça très réducteur de dire, la prière, il faut vraiment avoir quelqu'un de sa famille, machin. Ouais. Alors si quelqu'un, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que si quelqu'un a l'envie d'être magnétiseur, et vous dites tout le monde a cette capacité-là, mais certains ne pourront pas le faire. Oui. Qu'est-ce qui différencie ceux qui peuvent le faire de ne pas le faire? Je pense que c'est la puissance énergétique qu'on va avoir. À mon sens, moi c'est la définition, parce que de manière générale, moi je me suis pas formée, tout a été hyper intuitif, je me suis beaucoup écoutée, je me suis beaucoup entraînée. Mais je pense que c'est avec l'entraînement qu'on gagne en puissance aussi. Il y en a qui vont avoir une puissance énergétique et c'est aussi, de manière générale, un état d'esprit qu'on va travailler. C'est une façon de faire, une façon de se positionner qui va faire qu'on va ressentir les choses. Une personne qui va être très cartésienne, qui va pas y croire forcément, je pense pas qu'elle va réussir à développer son magnétisme parce qu'il y aura ces croyances qui vont être limitantes, qui vont bloquer un petit peu tout ça. En tout cas, ce qui bloque, ce sont les croyances limitantes? Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que... Parce que on pourrait considérer et imaginer que vous êtes une élue. En tout cas, c'est une manière un peu légère de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que vous avez cette capacité et que d'autres ne l'auraient pas? Alors ça, je pourrais pas le dire. Une élue, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'est tombé dessus. Et oui, c'est ça, ouais. D'un coup, et que ça y est, paf, c'était le moment pour
prends conscience de quelque chose, recentre-toi sur toi et tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui t'attendent, quoi. Bon, en tout cas, entre ce ressenti-là, cette prise de conscience-là et le switch qui va vous permettre de vous lancer, il faut quand même, il faut oser. Il faut oser et c'est pas simple parce que justement, infirmière, fonction publique, clairement. Enfin, un travail qui me plaît beaucoup. Les croyances que les gens vont avoir aussi autour quand je travaille en psychiatrie, faut l'avoir en tête, hein. Je travaille en psychiatrie, de dire à mes collègues, je vais tout arrêter parce que j'arrive à soulager avec mes mains. On a eu des patients comme ça qui ont fini hospitalisés parce qu'ils se prenaient pour Dieu, pour des guérisseurs. Donc mon statut était assez particulier finalement dans ma pratique. Donc au début on m'a un peu rayonné et au final maintenant c'est mes collègues, c'est des anciens médecins qui me contactent, qui me mettent en relation avec des patients. Donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Oui. Alors je voudrais qu'on montre quelques photos. Parce que je trouve que au-delà des mots, les photos sont quand même, ça me rappelle un certain slogan d'une époque, hein, le poids des mots, le choc des photos, padam pam. Mais honnêtement, effectivement, quand on regarde ces photos, c'est extrêmement parlant. J'avais sélectionné celle-là. Ah oui. C'est un bébé? C'est une petite fille qui s'est brûlée, qui habite à Tahiti, avec du chocolat chaud. C'était une brûlure assez importante, qui aurait dû être greffée, qui devait avoir une greffe de peau. Ça a été évité. On a évité la greffe de peau. Comment vous avez géré ça? Alors déjà à distance, ça aussi j'ai souvent la question, mais comment tu fais ça à distance? Pour moi l'énergie c'est un peu comme le Wi-Fi, quoi. Il y a pas de matière, il y a pas besoin d'être présent. Il y a beaucoup l'intention qui agit sur l'énergétique. Tous les jours en fait sur des brûlures de ce type-là, je vais travailler sur ce type de prise en charge 2 fois par jour. Je vais avoir des photos, à chaque fois je demande une photo, une nouvelle photo, la photo de l'enfant. Je me concentre sur la brûlure et après il y a des prières, des intentions, la gestuelle. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Ouais. Et alors, ce bébé, qu'est-ce qu'il fait pendant que vous faites ça? Absolument rien. Il fait sa vie. Ok, normal. Il fait sa vie tranquillement, ouais. Ok. Et donc là, entre la première photo qu'on voit à gauche et celle qui est complètement à droite, oui. Il se passe combien de temps? Alors sur celle-là, je me rappelle plus. Je sais plus si c'est pas une dizaine de jours. Je sais pas si vous avez la photo du pied. Non. Ah, vous n'avez pas la photo du pied. J'ai pas la photo du pied, non. Celle-ci, ça doit être à peu près, largement plus d'une semaine, parce que l'autre, c'est la cicatrisation complète. Incroyable. Oui. Mais j'ai eu des photos, une photo similaire encore plus grave d'un pied, c'était une cicatrisation en 5 jours. Et normalement, ce type, alors j'ai fait des colloques avec des médecins, des chirurgiens et un médecin chef de service chez les Grands Brûlés à Lyon. Ouais. Et je lui avais montré la photo, je lui avais dit, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Pour toi, une brûlure de ce type-là, pour avoir, de J0 à la dernière photo, à ton avis, combien est-ce qu'il faut de jours pour obtenir ce type de cicatrisation? Les médecins, moi je suis soignante, on a l'habitude de traiter aussi, quand j'étais à l'hôpital, d'avoir des brûlures, etc. Bien sûr. Elle me dit, il faut 1 mois et demi. Et je lui dis, tu sais que cette photo, en 5 jours, la personne, elle a eu sa peau qui a cicatrisé. Vous dites quand même parfois que, notamment sur vos réseaux, dans le livre, vous dites quand même qu'il y a un suivi médical. Exactement, toujours. Il y a toujours le suivi médical et que effectivement, on se complément. substitue pas à un avis médical. D'ailleurs, j'ai été très critiqué là-dessus en disant, mais pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours obligé de rajouter le fait que on ne se substitue pas à un avis médical? C'est la base. C'est important. Il y a des personnes qui se mettent en danger. J'en ai eu plusieurs. Des personnes qui se mettent en danger pour avoir une consultation avec un magnétiseur. Ils seraient prêts à se mettre en danger et par moment, il y en a qui frôlent vraiment des choses. Compliqué. J'ai un exemple si vous le souhaitez. Bien sûr. J'avais une maman qui avait sa petite fille qui avait une bronchiolite. Donc la bronchiolite, ça peut très vite dégénérer en grosse détresse respiratoire, arrêt respiratoire. Elle me dit j'ai pas envie d'aller aux urgences, c'est loin, puis j'ai pas confiance. Est-ce que tu veux pas l'aider? Je dis non, une détresse respiratoire, une bronchiolite. Moi j'ai mon fils qui a fait une bronchiolite en quelques jours, en quelques heures, il a fini en soins intensifs. Je lui dis ça peut être très grave. On rigole je lui dis moi je te prends pas en charge, il faut que ton enfant soit bilanté. Après une fois qu'il est bilanté, qu'il est pris en charge par une équipe médicale, j'interviens dessus, il y a aucun problème. Et en fait, l'enfant arrivé aux urgences, il a fait un arrêt respiratoire. Et je lui dis tu vois, il fallait vraiment que tu sois prise en charge. Oui, il faut toujours qu'il y ait un bilan avant que en tout cas moi, avant que de prendre en charge une personne, il y a toujours un bilan médical qui a été fait. Si c'est pas le cas, la personne, je l'envoie voir un médecin parce que je suis très pour la médecine traditionnelle. Je suis infirmière de base, donc je sais comment ça fonctionne.
Et ma pratique vient là en complément toujours pour accélérer un petit peu le processus de cicatrisation et de guérison. Les mauvaises langues, Aurélie, vont dire ce bébé qu'on voit sur la photo, il a été suivi médicalement avec une médecine dite classique, traditionnelle. Qu'est-ce qui explique et qui justifie le fait que c'est votre action qui a permis, pardon, hein, je vous pousse un peu dans les retranchements, mais c'est des questions qui peuvent être posées. Oui, et je les ai déjà eues aussi, ces questions. Jamais je dirais que c'est grâce à moi qu'il y a eu ce résultat. Jamais. Ce résultat, il est là parce que la personne a bien répondu au traitement. Surtout un enfant, on pourrait dire, alors une personne adulte, elle va plus avoir dans sa tête un mécanisme d'auto-guérison, elle va se dire c'est bon, quelqu'un travaille sur moi, ça va l'aider sur le chemin de la guérison. Un enfant, il n'est pas conscient qu'il y a une personne qui va travailler sur elle. Mais là où on peut voir que le magnétiseur a un effet sur les problèmes de santé, et c'est surtout sur les bronchiolites, les détresses respiratoires. Quand je me connecte à l'énergie d'un enfant qui a une bronchiolite, on voit la saturation, donc les enfants sont scopés, ils ont des patchs, on voit sur le scope la variation du taux d'oxygène, et on voit dès que je commence à travailler, le taux qui monte tout de suite. Et dès que j'arrête, ça redescend. On peut voir des effets immédiats sur l'énergétique. Et vous avez dit juste avant que vous ne preniez pas en charge les broncholites. Ah si, je les prends en charge. Parce que vous avez dit non à cette maman. Alors, je l'ai pas pris en charge tout de suite. Je l'ai pris quand l'enfant a été bilanté. Quand il a été pris en charge, une fois qu'il y a une équipe médicale sur place. D'accord, très bien. Mais s'il n'y a pas eu de bilan avant, c'est trop le mettre en danger. Le chirurgien, alors ce bébé devait avoir une greffe de peau. Oui. Et le chirurgien à qui vous montrez la photo en disant, à ton avis, combien il y a de temps, quel est le temps entre la première image et la seconde, et lui il vous dit un mois et demi, là ça se fait en 5 jours, quelle est sa réaction? Elle me dit, bah oui, on fait appel à des coupeurs de feu, mais de manière très discrète, quoi. On n'en parle pas. Hein, c'est fou. Dans les services, ils ont des listes de coupeurs de feu. Moi, j'ai souvent des infirmiers qui m'appellent ou qui donnent mon numéro à des patients pour être en contact avec eux. Je suis aussi beaucoup en lien avec les centres de radiothérapie en cancéro. J'aime beaucoup la cancéro. Je travaille beaucoup avec eux et ouais, c'est toujours le bouche à oreille qui fait. En cancérologie, c'est quoi? C'est un accompagnement, un apaisement que vous proposez avec le magnétisme? Alors, je suis très axée sur le cancer. Je sais pas pourquoi, parce que je suis pas touchée personnellement par ça, mais je donne beaucoup de disponibilité. Je fais ça aussi gratuitement. C'est pris en charge pour limiter les effets secondaires de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et on va dire que c'est un deuxième accompagnement parce qu'une fois que les personnes sortent de leur séance, ils se retrouvent un peu tout seuls, un peu démunis. Et moi, je suis un peu la personne, j'allais dire ressource, un peu un gros mot. Mais elles ont mon numéro de téléphone, dès qu'il y a un symptôme, quelque chose, elles sont inquiètes et puis elles savent que je suis aussi infirmière de métier. Et oui. Donc ça rassure, hein. Ça rassure beaucoup de personnes. Quand je me suis lancée, ça a vraiment rassuré beaucoup de gens de se dire elle a quand même des compétences, des notions et des compétences, bien sûr. Des fois il y a des choses qu'on me dit, je dis là faut vraiment que tu ailles consulter. Moi je peux pas faire grand-chose sur ce type de problème. Donc autre photo. Alors j'ai que des photos de bébés, hein, mais bon, voilà. Ça aussi. Photo très impressionnante. Oui, un urticaire. Qu'a ce bébé? Qu'est-ce qu'il a? C'est un urticaire. Un urticaire. Oui. Un urticaire, il y en a eu beaucoup à une période. Est-ce que des fois c'est les urticaires de contact, alimentaire? Il y a eu beaucoup le stress aussi. Et donc ça aussi c'est à distance? Tout à distance. C'est très rare que je me déplace. Donc les parents vous envoient la photo? Les parents m'envoient la photo. Je me connecte à l'énergie de l'enfant encore une fois. Je visualise vraiment, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je visualise sans les problèmes de peau, sans le symptôme, en fait. Je visualise l'enfant, la personne, sans aucun symptôme. Vous faites votre prière? Je fais ma prière, je pose des intentions, j'utilise aussi beaucoup mon souffle. Je peux fermer les yeux des fois et aussi avoir des messages qui me viennent, des sons, des bruits, des mots, qui peuvent me donner une indication sur, des fois, l'origine du symptôme. Ça s'appelle de la clairaudience? Ouais. Vous avez ça? Oui. Je le mets pas forcément en avant. Moi, je me dis c'est le magnétisme qui fait que ça me connecte un peu de partout. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on développe son magnétisme, finalement, on va développer tous ces extrasens. Des perceptions visuelles, sensitives. Enfin, moi, c'est vraiment très corporel. Quand je me connecte, beaucoup les varicelles ou les problèmes de peau, ça va me gratter, ça va me chauffer, ça va. Vous ressentez aussi. Je peux ressentir aussi la douleur, la tristesse, le deuil. La joie aussi, l'amour inconditionnel, je peux ressentir pas mal de... Oui, parce que ça, les photos qu'on montre, évidemment, ce sont des cas concrets de pathologie, mais il y a des choses, évidemment, beaucoup plus abstraites. Oui. Vous parliez du deuil, vous parliez de... donc ça, vous pouvez intervenir aussi. J'interviens, j'aide à ce que la personne puisse se trouver... Enfin,
Ouais, elle va trouver son chemin d'auto-guérison finalement. Moi, je vais juste la mettre sur le chemin. Je vais percevoir un petit peu ce qui va pas bien, s'il y a des blocages aussi au niveau des chakras, des choses comme ça. Mais le but, c'est que moi, je la mette sur le chemin pour qu'elle puisse trouver sa propre voie d'auto-guérison. Chacun a son pouvoir d'auto-guérison, pardon. Et elle va pouvoir le mettre en pratique avec juste des petits mots-clés qui vont se dire, mais si elle a perçu ça de moi, ça va avoir un impact encore plus grand dans son corps et elle va en prendre conscience. Il y a des mécanismes conscients et inconscients qui vont se mettre en place et ça va avoir son effet. Est-ce que vous pensez, honnêtement, on mettra une autre photo dans un instant, mais est-ce que vous pensez honnêtement que votre statut d'infirmière, on a dit que ça vous apportait une vraie valeur ajoutée quand même, mais est-ce que vous pensez qu'on vous aurait prise au sérieux si vous n'aviez pas été infirmière? Je pense que mon parcours aurait pas été le même. À mon avis, je pense que si ça c'est arrivé pendant la période du Covid, c'est qu'il a fallu déjà que je passe par des expérimentations, que j'expérimente le métier d'infirmière, que j'apprenne des connaissances, que je fasse des rencontres. J'aurais pas été en école d'infirmière, j'aurais jamais rencontré Jean-Paul. Jean-Paul, bien sûr. Eh oui, bien sûr. La vie est faite d'expériences et ces expériences vont nous apporter des compétences. Et c'est comme ça qu'après, bah voilà, c'est comme si qu'on fermait un livre et qu'on en ouvrait un autre et il y a encore d'autres choses qui nous attendent, un nouveau chemin. Et moi, je pense que à la fin de cette année d'infirmière, j'arrivais au bout d'un chemin et il a fallu que j'en prenne un autre. Donc, ouais, c'est pas forcément explicable. Est-ce qu'il faut, et vous dites d'ailleurs, je connais la réponse, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir toujours la validation de la personne pour faire ce soin? Oui. On peut pas, moi si je connais quelqu'un demain qui a une difficulté, qui se dit tout ça c'est des balivernes et ça m'intéresse pas, je peux pas vous envoyer sa photo en disant essayez quelque chose parce qu'il faut qu'il le veuille d'abord. Alors au début, c'est vrai que moi dans ma pratique j'ai commencé de manière très intuitive. J'ai fait toutes les erreurs possibles, je connaissais pas, on me disait l'ancrage, la protection. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me disais j'avais une pierre de protection dans ma poche, je me suis dit ça suffit, mais j'étais très très loin du compte. Et non en fait il faut vraiment acquérir des connaissances particulières. Enfin, Et ma question, c'était surtout de savoir, effectivement, il faut l'aval de la personne en question. C'est hyper important d'avoir l'accord parce que justement, dans mes erreurs, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit si tu travailles sans l'autorisation de la personne, c'est considéré comme de la magie noire. Et là, tout de suite, je me suis dit, oulala, ça m'a fait un peu peur cette histoire de magie noire. Mais finalement, on demande toujours l'accord de la personne, on demande l'accord à son âme finalement. Enfin, les seules personnes pour lesquelles on ne demande pas l'autorisation, c'est les personnes qui sont dans le coma, qui sont inconscientes, ou même les enfants. Mais il va y avoir la personne tutrice de cette personne-là qui va nous faire la demande. Donc, on a toujours un accord. Et pour moi, si j'ai pas l'accord de la personne, c'est rédhibitoire, quoi. C'est un non. C'est pas possible. Enfin, c'est des valeurs finalement qui sont ancrées dans le magnétisme où on peut pas travailler sur une personne qui a pas donné son accord parce que peut-être qu'elle n'est pas aussi en accord pour guérir. Peut-être. Est-ce que ça n'a pas marché parfois? Oui, plusieurs fois. Et ça vient mettre en doute ses capacités. On se dit, finalement, est-ce que c'est bien moi qui fais ça? Est-ce que finalement ça a marché un moment? Est-ce que maintenant ça va plus marcher? Est-ce que c'était pas une illusion? Il y a plein de questions qui viennent en tête dans ces moments-là, mais oui. Et ça fait partie du processus de se tromper, que ça marche pas. On va encore plus creuser. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Ça fait partie du processus. Mais parce que le protocole, il est quasiment à chaque fois le même. Oui. Donc, quand ça marche, dans certains cas, et pas dans d'autres, alors que le protocole est le même, qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Alors moi, je dis toujours, de toute façon, quand je prends en charge une personne, je dis, je ne sais jamais si ce que je vais faire va fonctionner, si tu vas être réceptive ou si je vais être efficace sur la problématique que je dois traiter. Peut-être que la personne, elle doit expérimenter encore des choses particulières et qu'elle n'est pas prête à aller sur le chemin de la guérison. Ou peut-être que moi, je suis pas efficace. Par exemple, un truc tout bête, les magnétiseurs sont très connus pour enlever les verrues. Moi, c'est un truc sur lequel je n'y arrive pas. Et pourtant, enfin, j'arrive à traiter des choses qui sont beaucoup plus graves. Lourdes. Mais parce que ça me plaît encore plus. Tout ce qui est les pathologies un peu graves, parce que aussi, je pense que c'est mon cœur de métier, d'aider des personnes qui sont dans des états un peu graves. Ça m'a toujours passionnée. Donc les verrues, peut-être que ça m'intéresse un petit peu moins aussi, et peut-être que naturellement, ça me l'a mis de côté. Donc je fais pas les verrues, mais après tout le reste. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas efficace. Vous nous direz quels sont vos domaines de prédilection. En tout cas, il faut aimer faire ce que vous faites. Ah oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... là, vous savez que les verrues, par exemple, ça marche pas nécessairement, donc vous n'allez pas insister pour le coup. Et puis, c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment, les verrues. C'est pas...
Mon truc, c'est les verrues. Non, mais je peux comprendre. J'aime beaucoup les brûlures. En fait, j'aime bien tout ce qui est visuel parce qu'on va voir un résultat. On va voir, ça va être satisfaisant. Les bronchiolites aussi, on va voir l'enfant, la saturation en oxygène qui va augmenter. Mais même sur les processus de deuil aussi, c'est intéressant. La personne va ressentir pas mal de choses, un soulagement. Enfin, il y a des accompagnements qui sont très beaux. Et puis, ceux que je préfère, je pense, ça doit être les accompagnements pour le cancer, où c'est des personnes que j'ai tous les jours par message suite à leur séance, qui se livrent beaucoup à moi. Donc, ça crée un lien qui est fort. Et puis, j'ai aussi des accompagnements de fin de vie qui sont inévitables. Des fois, j'ai des personnes qui pensent que je vais faire un miracle, que je vais stopper ça. Wow. Malheureusement, je suis là aussi pour les mettre sur le chemin de la raison, de leur dire que voilà, c'est la vie a une fin. Et ce qui est quand même assez marrant, je dirais, dans l'histoire, c'est que dans mon processus d'école d'infirmière, à la fin d'année, on a un mémoire à rendre, et mon mémoire, c'était l'accompagnement des familles lors d'une mort imminente. Et j'ai fini par travailler en psychiatrie, j'ai pas fini en soins palliatifs. Et dans ma pratique, j'accompagne quand même des personnes qui sont en fin de vie, en soins palliatifs, et ça m'apporte beaucoup. C'est très touchant, c'est des accompagnements qui sont à la fois lourds et très intenses, parce on perçoit beaucoup de lumière en fait quand on se connecte à ces personnes-là, qui sont prêtes à partir, les familles qui les retiennent. Et ce qui est compliqué aussi, c'est les accompagnements des enfants qui sont en fin de vie aussi. Ouais, ça arrive. C'est vraiment une vocation. Mais ça me plaît beaucoup. Ça fait partie aussi de mon. Enfin, depuis toujours, j'ai voulu être soignante. Et c'est la continuité. Pour moi, je continue de soigner. C'est pas le bon mot. C'est pas le mot qu'il faut interpréter quand on est magnétiseur, mais d'accompagner des personnes qui sont en souffrance. Et ça me plaît beaucoup. En tout cas, c'est une vocation. Oui. C'est une vraie vocation. Je suis entouré d'une famille d'infirmiers, de médecins et autres, et à chaque fois, je suis admiratif parce que je me dis, on est quand même au contact à chaque fois de gens qui souffrent quelque part, hein. Soit qui ont peur, qui souffrent, voilà. Sur le processus d'accompagnement de fin de vie, parce que ça, c'est quand même incroyable. Comment vous procédez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez dire, soulager? De quelle manière vous, opérez pour être au plus proche de ces patients en fin de vie? Alors, c'est compliqué à expliquer, parce que j'ai eu vraiment des personnes en toute fin de vie où, quand je me connecte à elles, dans les perceptions que je peux avoir extrasensorielles, je vois beaucoup de lumière blanche, en fait. C'est comme s'ils étaient appelés à partir, à s'envoler. Et moi, mon but, c'est de d'enlever un petit peu les chaînes qu'ils peuvent avoir qui les empêchent de partir. Et très souvent, ce qui est compliqué, c'est les familles qui sont là, qui mettent des chaînes pour... c'est trop difficile de laisser partir quelqu'un. J'ai eu une petite fille que j'ai accompagnée qui avait 2 ans. La maman s'accrochait, et c'est complètement normal. Et le jour où elle est partie, je me suis sentie soulagée quand je me suis connectée à elle, parce que je la sentais tellement souffrir de rester en vie avec tous les problèmes qu'elle avait. Je sentais sa tristesse qu'elle avait de rester et d'accompagner sa maman finalement. Et le jour où elle est partie, mais ça a été un soulagement, vraiment. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut pas... il faut apporter des messages de soutien, de réconfort, d'apporter de la lumière, et en même temps c'est pas mentir de dire ça, parce que c'est vraiment ce que moi je perçois quand je me connecte à ces enfants-là qui partent. C'est vraiment un halo de lumière autour de ces enfants, un soulagement. Enfin, je sens de l'émotion, je sens un apaisement. C'est très doux finalement. Vous avez dit une phrase, moi, qui m'a heurté, qui m'a touché, c'est que elle veut partir. Il y en a qui veulent partir, c'est les familles qui les retiennent. Donc vous dites aux parents, écoutez, il faut la laisser partir? Il y a des choses comme ça, ouais, c'est compliqué. Les accompagnements sont lourds, parce que j'ai eu aussi une dame, c'était son papa qui avait un cancer, et c'était son papa, c'était son héros. C'était impensable pour elle de le laisser partir. Et quand je me connecte à l'énergie de son papa à ce moment-là, qui est sur la fin, il me transmet des messages pour sa fille que moi c'est de la clairaudience, hein. Clairement, je pense qu'il y a je sais pas si on peut appeler ça de la transmission de pensée, etc. Mais il y a des choses que j'ai pu lui dire elle était, comment tu peux savoir ça? Et je lui dis, là, il veut partir. Enfin, il est sur le point de partir. Il sait que ça va être compliqué pour toi. Il faut le laisser partir. Et à partir du moment où il y a l'acceptation qui arrive, tout est plus fluide. Des deux côtés, hein. Quand la fille accepte que son papa parte, et quand le papa accepte de laisser sa fille, tout est plus fluide. Ça aussi, c'est à distance? Tout à distance.
C'est très rare que je me déplace. Alors, je me déplace dans la région lyonnaise. Oui. Je me déplace pour des cas de brûlure souvent ou les accompagnements de cancer. Des fois, ça crée du lien, donc je suis contente aussi d'aller voir les personnes. Et puis des fois, mon métier d'infirmière me manque où j'étais au contact des patients en permanence. Là, de tout faire à distance, c'est chouette parce que je peux faire plusieurs personnes en même temps, mais le contact physique aussi, ça manque parfois. Donc j'aime bien me déplacer. Sur notamment processus de deuil, on en parlait, et c'est vrai que c'est une thématique qu'on aborde aussi souvent sur ABC. Ce processus de deuil, quand vous le faites évidemment sur les personnes de l'entourage de la personne qui est décédée, comment se sent cette personne-là? Elle sent dans votre accompagnement un apaisement, les choses sont physiquement ressenties? Par la personne que j'accompagne ou par la famille? Par la personne. Non, parce que quand je dis processus de deuil, c'est il y a un décès et vous accompagnez évidemment les proches. Oui, oui. La personne se sent... c'est un accompagnement qui est particulier parce que moi qui connais pas la personne, je vais à travers des... Moi, j'appelle ça les extrasens, mais on peut parler de clairaudience, clairvoyance. Je peux percevoir des sons, des bruits, des mots, des images. Et la personne, c'est comme un peu un contact défunt, on peut appeler ça. Il y a des personnes qui vont capter des choses. Ça va les rassurer de se dire que la personne, elle est bien où elle est. Enfin, finalement... il n'y a pas forcément besoin d'être triste parce que la personne est apaisée, elle a plus de souffrance. Et c'est vrai que sur ces accompagnements-là, les personnes se sentent bien après, elles se sentent... Il n'y a pas de protocole de magnétisme là? Alors, il y a toujours un rééquilibrage énergétique qu'on peut faire rééquilibrer au niveau des chakras, de la tristesse, etc. Mais mon rôle, ça va être d'accélérer justement le processus de deuil. Et je pense que ce qui est important surtout, c'est que la personne se sente écoutée, accompagnée. Et moi qui ai beaucoup travaillé en psychiatrie, la psychopathologie, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus. Je pense que c'est aussi un point fort pour pouvoir accompagner ces personnes dans ce type de problème. Le guide pratique pour explorer votre potentiel énergétique, c'est aux éditions Animae, bien sûr. C'est le guide, le mini-guide ultime. Oui, ultime. Ça, c'est quand même très, très important. On va revenir sur son contenu et puis on va revenir aussi parce que vous travaillez avec le pendule, aussi, je vois. Tous les magnétiseurs bossent avec un pendule? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je m'intéresse pas du tout à ce que font les autres. D'accord, ok, comme ça, au moins. Non, mais je pense que chacun a sa pratique en fonction de sa perception, de comment elle est guidée. Moi, j'ai fait ça de manière très intuitive. Alors, je savais pas s'il fallait prendre un pendule. Moi, je me suis dit, je vais prendre mon pendule, ça va m'aider. Je vais prendre des cartes et des cristaux. Chacun a sa petite routine, je pense. Bon. Une photo. Là aussi, encore une fois, c'est un problème de peau. Oui. Waouh. J'adore les problèmes de peau. J'adore ça parce que quand je me connecte à l'énergie de ces personnes-là, je vais ressentir en direct des démangeaisons sur le corps, donc je vais pouvoir localiser. Même des fois, j'ai des enfants qui sont hospitalisés, les médecins ont du mal à poser un diagnostic. Et quand je vais me connecter, je vais dire, là, moi, je sens une douleur au niveau de l'estomac. Ils me disent, les médecins voulaient justement passer une gastroscopie, voir s'il n'y avait pas un truc à l'estomac, ils avaient un doute. Mais ils peuvent y aller parce qu'à mon avis, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Ouais, c'est quoi, c'est un eczéma, ça? Je sais plus ce que c'était. C'était un érythème, mais là aussi, combien de temps entre les deux? Ah là, j'en ai fait tellement. Celle-là, ça doit être en 3 jours. Oui, des fois, il y a des problèmes de peau, mais c'est pareil. Toujours en pratiquant, on gagne en puissance. Et là, j'ai fait un eczéma il y a pas longtemps. En 24 heures, il y avait plus rien. C'était, mais même moi, je suis toujours stupéfaite de me dire, mais c'est des patients qui sont sous cortisone, qui ont des années de problèmes de peau, et en 24 heures ou même en une semaine, je me dis, même moi, je suis la première. Parfois vont faire des cures. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à mon frère qui a eu ça pendant des années et des années à la Roche-Posay, à faire des cures dans une momie, vraiment avec des douleurs improbables. Il faut que tu essayes le magnétisme. Tu vas téléphoner à Aurélie, et elle va faire quelque chose. En tout cas. Marche bien, ça marche bien. Alors, comment est-ce que vous avez construit ce mini-guide ultime du magnétisme? J'ai beaucoup été aidée. On m'a beaucoup aidée. Là-haut? Oh, pas que là-haut, dans la matière aussi. J'ai bien été entourée pour le faire. Et finalement, je suis partie de comment j'ai démarré, comment j'ai pris conscience de mes capacités, comment j'ai pu le travailler, le mettre en pratique, sur quoi est-ce que je peux agir aussi. Enfin, c'est un peu ma vie, quoi. En tout cas, vous le dites, et vous dites d'ailleurs qu'effectivement, on a tous cette capacité. Oui. On a tous ce potentiel-là. Oui.
reste à le travailler. Exactement. Et peut-être à le personnaliser. Oui. Moi, je dis toujours, il y a autant de façons de magnétiser que de magnétiseurs, hein, parce que chacun va avoir sa propre technique. On va avoir un fil conducteur, c'est d'ailleurs ce que j'explique dans le livre. On a tous un fil conducteur. Et après, en fonction de ses perceptions, de ce qu'on va comprendre, de la personne aussi qu'on va voir en face, on va ajuster. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette magique avec... j'en ai vu quelques-uns, des livres où il y a des protocoles. Enfin, même moi, j'ai pas voulu faire de formation. C'est trop protocolaire pour moi. J'aime bien la simplicité. Et pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Quand on comprend que ça plus ça donne ça. C'est un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Alors, vous avez effectivement rédigé ça. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous l'avez fait petit format de poche. Et ça permet de se replonger dedans à chaque fois quand on en ressent le besoin. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas? Alors, il y a des types de pathologies que je ne touche absolument pas. La psychiatrie. La psychiatrie, c'est... Ça peut pas apaiser quelqu'un en psychiatrie? Alors, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ne va jamais sur la psychiatrie, ça peut être très dangereux. Alors, par rapport, je sais pas, ce qu'on peut dire, par exemple, sur la schizophrénie, par rapport à la spiritualité, il y en a qui pourraient dire, il y a 2 âmes dans un corps, c'est ça qui déclenche la schizophrénie. Enfin, il y a tout plein de choses qui peuvent être dites sur la psychiatrie. Mais moi, ce que j'avais pu entendre, c'est que c'était très, très dangereux de travailler sur la psychiatrie. Et d'ailleurs, quand je commençais à m'éveiller, j'étais dans ce service-là. Ça a été très compliqué pour moi de me dépatouiller de tout ça parce que je percevais toutes les souffrances, toutes les douleurs des patients. Et quand j'avais un contact physique, c'était encore pire. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est comme si que maintenant on mettait des gros stops en fait. Dès que je me connecte à une personne, parce qu'en général, une personne diabétique va vous dire qu'elle est diabétique. Une personne qui est schizophrène, elle va pas forcément oser vous le dire. C'est possible. Et ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui prennent rendez-vous pour une problématique particulière. Et au moment où je me connecte à elle, c'est comme si on me disait, j'avais un warning en fait dans ma tête. Et du coup, je dis à cette personne, en antécédent, t'as pas un antécédent psychiatrique? Bah si, en fait, je suis bipolaire. Ah. Donc ça aussi, vous faites pas? Non, tout ce qui touche la psychiatrie, c'est comme si qu'on me mettait un gros stop, quoi. On me dit n'y va pas parce que ça peut être dangereux. Je sais pas trop pourquoi. On entend beaucoup de choses sur la psychiatrie. En tout cas, je m'en protège. Donc je touche pas à ça. Encore une fois, donc une personne qui a les pathologies de peau, hein, on a vu que ça c'était un truc que vous aimez particulièrement. Le degré au-dessus, quand il y a des choses un peu plus lourdes comme des cancers, par exemple, des choses comme ça. J'ai eu des personnes en réanimation aussi, des personnes dans le coma. J'aime beaucoup tout ce qui est pathologie très très lourde. Parce que quand je vais me connecter à la personne, je vais ressentir encore plus de choses. Ça va être très lourd pour moi parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi. Mais j'aime bien le relationnel qu'il y a aussi autour de ces prises en charge avec les familles qu'il faut accompagner. J'aime beaucoup le relationnel qu'on met autour de ça. Je suis formée aussi pour ça. Donc je pense que je me retrouve encore dans mon métier d'infirmière et par moments c'est vrai que mon métier d'infirmière me manque, donc je me retrouve bien dans des prises en charge un peu plus complexes. Ça fait 2 fois que vous le dites, hein. Oui. Je crois qu'il va falloir que je refasse des gardes. Ça fait 2 fois que vous dites que votre métier d'infirmière vous manque. Oui. Mais vous pourriez exercer votre faculté de magnétiseur. C'est pas vraiment reconnu. Alors je travaille avec des médecins, avec des centres hospitaliers, mais en étant assez étouffée. C'est encore un peu compliqué. Assez étouffée. La parole est un peu plus libérée dans les centres de radiothérapie de cancéro. Je suis pas mal appelée et d'ailleurs je suis bénévole pour des associations dans ce type de structure. Mais être employé en tant que magnétiseur coupeur de feu dans un hôpital, ça se fait pas. Il y a pas de, ça existe pas. Oui, il y a pas un statut qui permet ça. Je voudrais que vous nous parliez des comateux parce que ça doit être extrêmement intéressant. Par définition, évidemment, on ne rentre pas en contact avec eux puisqu'il n'y a pas de discussion possible. Là aussi, vous ressentez. Alors là, c'est quoi? C'est de la clairaudience, c'est le magnétisme. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? C'est surtout les sensations. Moi, j'ai beaucoup de sensations corporelles et émotionnelles quand je me connecte à une personne. Alors, une personne qui est dans le coma, on va en général cumuler pas mal de symptômes, de problématiques, de défaillances. Moi, le magnétisme, c'est comme si que ça allait cibler le problème dominant en fait. Par exemple, une personne qui va avoir un accident, etc. Je vais soit la fracture ou une hémorragie ou une détresse respiratoire. Je vais ressentir la localisation sur laquelle il faut que j'aille travailler en premier. Après, évidemment, il y a un travail de fond
où on fait un équilibrage général du corps. Mais moi, le but, c'est d'aller point par point. Finalement, comme un médecin qui va travailler sur le problème dominant, et petit à petit, on redescend jusqu'au problème le plus léger. Mais le comateux vous parle? Non. J'ai pas, en tout cas, réussi à être en contact avec... Par contre, une fois, j'ai eu une dame qui m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, maintenant, je suis devenue amie avec elle. Elle habite dans la région lyonnaise. Elle avait eu le Covid. Sa fille m'a contactée parce que les médecins voulaient la débrancher. Elle était en réanimation et son état se dégradait de jour en jour. Et la première fois que je m'étais entraînée sur un Covid, c'était trop dur. Ça m'avait coupé la respiration. Je ne fais plus parce que ça m'avait coupé le souffle et c'était trop pour moi. Donc j'avais dit non, je touche plus au Covid, c'est trop dur pour moi. Et elle m'a dit mais Aurélie, aide-moi, je t'en supplie, ma maman. Je lui dis bon, je vais réessayer. Je me suis peut-être un peu plus protégée, mieux protégée, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai capté pas mal de choses. Et dès le lendemain, son état commençait à s'améliorer alors qu'il devait la débrancher. Donc ça allait de mieux en mieux et maintenant elle va très bien. Elle va très bien, c'était une très très belle rencontre. Sauver la vie. Je peux pas dire que c'est grâce à moi, encore une fois. Mine de rien, si vous n'aviez pas fait cette intervention, elle serait peut-être plus là aujourd'hui. Peut-être, mais en tout cas, je peux jamais dire encore une fois que c'est grâce à moi. Et voilà. Oui. Non, enfin, en tout cas, vu la manière dont vous le présentez, ça semble. Mais en tout cas, quand justement à ce moment-là, je me suis connectée à elle, j'ai senti qu'elle voulait se battre encore, que c'était pas terminé. Autant il y a des personnes, on peut sentir aussi une lassitude, elle en a marre, les soins, ça la saoule. Mais là non, enfin, il y avait il y en a des fois ils ont une période de passivité et moi je suis là mais non, allez, bats-toi, il y a encore de la lumière, il y a encore de l'espoir, tu peux y arriver. Et ça vous le dites au corps médical qui la suit? Non, je suis pas en contact direct avec l'équipe médicale. C'est les familles, donc souvent les familles sont soit bien reçues, ça dépend de la personne qu'ils vont avoir en face, soit il y a des gens qui vont se moquer d'eux, qui vont leur rire au nez, soit il y en a qui vont dire mais vous faites bien d'appeler un magnétiseur, enfin si ça peut vous aider. Moi, j'ai des cancérologues qui m'envoient des patients qui sont très ouverts là-dessus, et puis il y en a d'autres qui vont dire non mais bien sûr. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Ouais, c'est ça. Chacun va avoir une ouverture d'esprit, et ça, en général, ça me blesse plus. Enfin, les personnes que je vais aider vont être plus blessées pour moi que moi je le suis, parce que je me dis mais c'est pas grave, chacun a ses croyances. Mais c'est vrai que les personnes qui vont en parler à leur médecin, qui vont pas avoir un accueil positif, elles sont très très blessées. En général, elles sont plus blessées que moi largement. Mais quand on sait qu'il y a cette difficulté, cette prise de décision parfois, quand on dit voilà, on est face au corps médical, on est face aux membres de sa famille et il y a une décision à prendre. Et je me dis que si on peut ne serait-ce qu'avoir un avis extérieur, autre que médical pur, traditionnel, je me dis waouh, faisons-le. Moi je dis toujours il y a rien à perdre. Enfin, c'est des prises en charge que je fais gratuitement, les urgences. Il y a rien à perdre si je peux apporter un petit message, un petit quelque chose qui fait que ça peut aller mieux. Il faut essayer. Est-ce que vous êtes consciente de la responsabilité que vous avez? Oui. Oui, c'est vrai que des fois j'ai tendance à minimiser un petit peu l'action que je vais avoir sur certains patients. Des gens qui vont me voir un peu comme la sauveuse. D'ailleurs, on m'a souvent appelée comme ça, la magicienne, etc. Mais le problème, c'est que ça met beaucoup de pression aux personnes. Et moi, je leur dis, attends, je fais quelque chose, mais je sais jamais si ça va fonctionner, si je vais être efficace. Donc, je sais que j'ai un rôle important dans ce que je vais apporter, mais aussi, surtout, dans ce que je vais dire. On peut pas dire, bah, ça y est, j'ai fait ça va aller mieux, tu vas guérir. On peut jamais promettre de guérison. Ça serait très mauvais de faire ça. Mais oui, on a un rôle. On doit vous le demander. Oui. Il y en a qui me disent ça va aller mieux, elle va s'en sortir. Et malheureusement, des fois, là où c'est compliqué, j'ai eu justement, j'en parlais tout à l'heure, des enfants qui avaient un cancer. Dès que je vais me connecter à cette photo, je vais savoir si la personne va s'en sortir ou pas. Wow. Des fois, c'est compliqué parce que la personne, surtout quand c'est des parents, est-ce que mon enfant va survivre? Mon Dieu. C'est compliqué parce qu'au fond de moi, j'ai envie de me tromper, de me dire non mais ça va aller, on sait jamais. Ça m'est arrivé de me tromper 1 ou 2 fois, que la personne s'en sorte. Wow, mais qu'est-ce que vous répondez quand vous êtes sûr de votre diagnostic? Non mais je suis jamais sûre. Non, mais enfin quand vous le ressentez profondément. J'apporte beaucoup de réconfort, beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, et j'essaie d'apporter mon maximum d'amour à la personne que j'aide pour faire en sorte qu'elle se sente bien entourée et prête à passer dans un autre chemin.
Mais pour la famille qui vous pose la question, pour la maman qui vous pose la question. Je peux pas dire non, il va mourir, c'est pas. Non, mais j'imagine bien, mais le degré de psychologie que vous devez avoir à ce moment-là, compliqué, et c'est pour ça qu'encore une fois, mon métier d'infirmière m'a beaucoup aidé et m'aide encore jusqu'à maintenant, parce que en psychiatrie, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai eu beaucoup de formations sur tout ce qui est psychopathologie, processus de deuil, etc. Donc ça a été très formateur. Mais c'est vrai que ça a un impact. Il faut savoir mettre une distance. Clairement. Mais comme lorsqu'on est infirmier, on a sa blouse d'infirmière. Ça nous, bon, je dis pas en psychiatrie, ça m'est arrivé aussi de faire face à des pédophiles et on se trouve. C'est très bizarre parce que c'est des personnes qui sont très agréables au quotidien et une fois qu'on enlève sa blouse, on se dit mais comment j'ai pu être aussi gentille avec quelqu'un qui est aussi malade, on va mettre le mot malade, et c'est compliqué, donc ça nous apprend à mettre des distances, et cette distance que j'ai appris dans mon métier d'infirmière, ça me permet de tenir, parce que forcément, quand on accompagne vers la mort, si on a trop d'impact, enfin d'émotion, d'empathie, enfin de l'émotionnel prend le dessus, trop d'affect, on s'en sort pas. Des fois, c'est des prises en charge qui sont, c'est dur. J'imagine. Comment est-ce que vous arrivez à couper tout ça? L'ancrage. C'est le maître mot, l'ancrage, parce qu'au début, quand j'ai commencé, on me disait Aurélie, il faut t'ancrer. Et je me disais, mais c'est quoi l'ancrage? Je connaissais pas les chakras, je connaissais rien. Vraiment, j'ai fait toutes les bêtises possibles en commençant. Ce qui est sans doute la meilleure école, hein. Mais oui, c'est très formateur de se tromper. Bien sûr. Et quand j'ai manqué d'ancrage, après, on vit dans la peur, on attrape les symptômes aussi des patients qu'on essaye, des consultants qu'on essaie de traiter. Donc il faut savoir s'en protéger. C'est pour moi l'ancrage, de pouvoir s'aérer, sortir, méditer, couper, et aussi être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. À un moment donné, quand c'est trop, on fait une petite pause et puis on reprend quand ça sera le bon moment. Comment vous perçoit votre entourage aujourd'hui? Comme une sorcière 2.0? Non, alors pas vraiment comme une sorcière. Alors eux, c'est plutôt le côté angélique. Et d'ailleurs, je parle beaucoup des anges dans le livre. Je suis très, je me sens très attirée par le milieu angélique. Et d'ailleurs, je me connecte beaucoup à ces énergies, ces énergies-là. Ma famille, ils m'ont toujours beaucoup soutenue dans ce que j'ai entrepris, même si mes parents étaient toujours très inquiets pour ce que je faisais. J'imagine. C'est vrai qu'il y a beaucoup il faut te protéger, Aurélie, on sait jamais ce qui peut t'arriver. Donc dès que j'ai un problème de santé, pour eux, c'est que je me protège pas dans le magnétisme. C'est assez drôle. Vous avez récupéré un truc de quelqu'un d'autre. C'est toujours ça. Mais non, ils sont très contents de ce que je fais, de l'aide que je peux apporter, parce que mine de rien, je leur dis ce que je fais. Mais après, quand ils ont des retours autour d'eux de ce que j'ai fait, on dit il y a Aurélie qui m'a aidé pour ci, j'ai eu ça. Ils sont là, mais ils ont un peu du mal à y croire. Ils sont fiers. Oui. Bien sûr, c'est normal. Se reposer, boire beaucoup d'eau, se laver les mains, faire des pauses. Oui. Voilà. C'est du bon sens. C'est beaucoup de bon sens dans ce livre-là, et énormément. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, le magnétisme. C'est prendre soin de soi. On est vraiment dans une société où tout va très vite. Il faut être performant, il faut être aux besoins des autres, et on s'oublie en fait. On se met de côté. Et là, dans ce livre-là, on est beaucoup sur il faut s'apporter de l'amour à soi-même, il faut être à son écoute. Si on n'est pas à l'écoute de soi-même, je vois pas comment on peut être à l'écoute des autres, c'est impossible. Et se décharger. Ouais, important. Alors, il y a des gestuels aussi. Moi, je vois parfois les magnétiseurs qui font cette gestuelle comme ça. Beaucoup. En fait, quand on va travailler au niveau des énergies, on va capter des picotements, de la chaleur dans les mains, et il faut que ça sorte en fait. Donc on secoue les mains, on se lave les mains. Sinon, si on garde le trop plein, c'est compliqué. C'est magnifique, et bravo, parce que c'est en même temps, d'abord, votre vocation, 2, vous êtes appelé, c'est le moins qu'on puisse dire. 3, vous avez quand même de l'intuition plus, puisque vous allez même jusqu'à parler de médiumnité, de clairaudience. Vous avez de la clairvoyance? Ça m'arrive de voir des choses. Notamment les lumières blanches, le voile blanc dont vous parliez tout à l'heure. Et là où je vois le plus de choses, c'est quand je ferme les yeux, c'est quand même assez rigolo. Des fois, je me connecte à une personne et on me dit « Aurélie, ferme les yeux ». Donc, je ferme les yeux et je vois des images, des couleurs, des mots aussi qui viennent. Donc, c'est très parlant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que plus on va prendre de l'expérience, plus on va expérimenter et gagner en expérience, et on va prendre confiance en soi, parce qu'avant, il y avait des choses que je captais, je n'osais pas dire à la personne, parce que pour moi, ça me paraissait anodine.
Et maintenant, il y a des mots, enfin, je me fais complètement confiance. Et même si je me trompe, je dis, bah écoute, moi, je perçois tel mot, machin. Est-ce qu'il t'est pas arrivé ça ou encore ça? Et la personne va prendre encore plus conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur sa santé. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin encore? Est-ce que vous cherchez d'autres choses? Oui. Moi, je me sens très appelée pour vraiment faire en sorte que les gens arrivent à s'aligner en ce moment. C'est ma lubie du moment, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en eux, d'avoir confiance en eux. C'est vraiment, en ce moment, je suis appelée que par ça. Et je fais que des rencontres de personnes où je vais avoir un impact bouleversant pour eux. Il faut vraiment, pour moi, dès qu'il y a ces rencontres-là, c'est une prise de conscience. Et allez, on y va. Je pense que c'est en lien aussi avec l'année 2024, qui est une année de changement, une année d'opportunité. On le voit, c'est une année de transition. Ah, c'est même une année hyper anxiogène. Enfin, c'est quand même très. Mais il y a un changement qui est nécessaire pour aller vers le mieux. Donc, parfois, faut en passer par là. Aurélie Villard, ce mini-guide ultime du magnétisme aux éditions Animae. Merci infiniment Aurélie. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour le courage que vous avez eu de faire ce que vous faites. Parce qu'il fallait oser. Il fallait oser. Parce que votre voie était quand même toute tracée. Hein. Oui. Vous auriez pu être peinard dans un système qui n'est pas nécessairement peinard. Plus trop maintenant. Plus vraiment. Mais enfin bon, c'était dans les clous quoi. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort et ne pas subir. C'est vrai que sur la fin de ma carrière, alors la période Covid a été traumatique pour beaucoup de soignants, mais à la fin, quand on commence à subir sa vie, à subir son travail, à plus se sentir bien où on est, il faut partir. Et quand on a l'envie, quand on est motivé, on ne peut que réussir. Et au pire des cas, même si on réussit pas, on apprend. Et on change de chemin. Donc Mais je suis toujours étonné et agréablement surpris de voir à quel point, effectivement, il y a eu cette période Covid qui a été dramatique pour des tas de gens, des tas de familles, mais qui a été également très bénéfique pour des gens qui ont pris conscience de certaines choses et qui se sont dit, bah, c'est plus possible, quoi. Je veux changer de vie. Il y a beaucoup de prises de conscience. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont changé de travail, qui ont changé de vie, qui ont changé de conjoint aussi. C'est vrai, qui ont changé de tout. Toutes les vies ont basculé à ce moment-là. Hein. Bon, les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Tout va bien. Il n'y a pas de souci, vous n'avez rien changé. Tout va bien. Bon, c'est parfait. Vous êtes bien à Lyon. Je suis bien. Je vais déménager justement à la campagne pour être plus ancrée, plus en contact de la nature. Aurélie Villard aux éditions Animae, le mini-guide ultime du magnétisme. Les ondes étaient bonnes? Parfait. Hein, ça va? Très bien. Bon. Que des belles énergies. Et c'était la première? C'était une première pour moi. Waouh, magnifique. Eh ben, je suis très fier de ça. Je sais que vous allez inspirer beaucoup de gens. Et en tout cas, ceux qui vont mettre en application les différents protocoles que vous préconisez, peut-être que vous allez susciter des vocations? J'espère. En tout cas, c'est le but de donner l'impulsion aux personnes de se faire confiance, de prendre conscience aussi qu'elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Chacun a ses capacités à s'écouter, à développer quelque chose. Et c'est ça, pour moi, vraiment, le magnétisme, c'est pas que de la pratique, c'est vraiment, pour moi, un état d'esprit. Où on va changer d'état d'esprit, on va être à l'écoute de soi-même pour être encore plus à l'écoute des autres. Donc, c'est hyper formateur. Heureusement que vous faites ça en 2024 parce qu'il y a un siècle en arrière, je pense que vous auriez mal tourné. Hein. Ça aurait été compliqué. Aurélie Villard, merci infiniment Aurélie. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous, merci aux éditions Le Duc et à la collection Animae. Merci pour vos commentaires, vos témoignages et tout ce que vous allez nous apporter et susciter auprès d'Aurélie avec bienveillance comme toujours. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.